Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je céderai très rapidement la parole à mon collègue Manuel Ildefonso de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Je viens juste rappeler qu'il parle dans le cadre du partenariat entre notre université et Les Idées mènent le monde dès le début de cette magnifique entreprise. Et cette année, les collègues ont répondu de manière très enthousiaste suite au sujet, nos raisons d'espérer, parce que effectivement l'université c'est un lieu de l'espoir. Déjà, on n'aurait pas le courage de nous mettre presque quotidiennement devant nos étudiants sans l'espoir de pouvoir leur transmettre quelque chose qui puisse les aider à mieux affronter le futur, mais aussi dans nos recherches, et nous sommes tous chercheurs. D'ailleurs, je pense que j'ai oublié de me présenter, ce qui d'ailleurs n'a pas beaucoup d'importance, Caroline Fischer, professeure de littérature. Et donc, l'espoir de trouver des choses anime notre recherche quotidienne, et c'est donc dans un domaine particulièrement important pour nous tous, l'énergie, que mon collègue vous parlera des espoirs que nous pouvons avoir. Très bonne soirée et merci d'être là. Merci. Donc déjà, je tiens à tous vous remercier d'être là à cette heure tardive. J'espère qu'il vous reste encore un petit peu d'énergie, puisque c'est effectivement de ça dont il va être question ce soir. Donc je me présente, je suis Manuel Ildefonso, je suis enseignant-chercheur et maître de conférences en physique à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, et je suis physico-chimiste de formation. Donc ce soir, je vais vous parler d'énergie et de ce que la science peut, quelques petites idées comme ça, permettre d'espérer et savoir qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre dans ce domaine. Donc, plus particulièrement ce soir, je vais m'intéresser à deux aspects de l'énergie, qui sont des usages dans les transports et les usages résidentiels, qui a priori sont les usages qui concernent tout le monde. C'est bon. Ok. Donc, on va commencer tout d'abord par essayer de poser le problème, parce que dans n'importe quel domaine de la science, si le problème est mal posé, on est à peu près certain de ne pas trouver de solution ou d'en trouver une qui ne correspond pas. Donc on va commencer par essayer de voir un petit peu à quoi ça correspond, ces problèmes énergétiques en France, et du coup de voir comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de résoudre le problème. Donc pour ça, je vais commencer d'une manière un petit peu étrange presque, c'est de vous enjoindre à ne pas me faire confiance. C'est assez bizarre quand on est dans ma position, mais en fait c'est ce que j'attends de mes étudiants au quotidien, mais j'ai envie de dire de tout le monde. Si le sujet vous intéresse, si vous êtes là ce soir, le mieux c'est encore d'aller chercher directement les informations là où elles sont. Donc pour ça, pour pouvoir poser le problème, je me suis appuyé sur une publication du ministère de la Transition écologique qui est les chiffres clés de l'énergie. Donc cette publication, c'est une publication annuelle. C'est très complet, c'est relativement facile à lire. Disons que vous y trouverez forcément quelque chose qui vous parle. Et ça permet surtout de répondre à, en France, quelle énergie on utilise et pourquoi faire. Voilà. Donc, dans ces usages, je vous ai dit que ce soir, on allait principalement s'intéresser à deux types d'usages, les usages domestiques et les usages dans les transports. Donc, au niveau domestique, c'est un cas qui, pour moi, est relativement particulier, parce qu'en fait, c'est loin d'être l'ensemble du système énergétique qui fonctionne comme ça. Pourquoi est-ce qu'il est très particulier? Parce qu'il est dominé par l'électricité. L'électricité qu'on va retrouver dans des usages où en fait on ne peut pas la remplacer. Ça ne viendrait pas à l'idée de grand monde de s'éclairer avec un bec de gaz en 2023,
mais c'est assez normal parce que on s'éclaire avec des ampoules électriques et c'est devenu la norme. Donc ces deux usages, on va retrouver l'électroménager, on va retrouver l'éclairage, mais au final, ce sont des usages qui sont assez anecdotiques dans le cadre de l'énergie domestique. Mais les usages principaux, ça va plutôt être le chauffage et la cuisson. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver ici dans les différents usages de l'énergie. Donc on va retrouver 34% d'énergie utilisée sous forme électrique, donc un peu par tout le monde pour l'électroménager et l'éclairage, mais par certains pour le chauffage et la cuisson. À côté de ça, en deuxième source d'énergie, on va retrouver le gaz. Parce que le chauffage au gaz, la cuisson au gaz, ce sont aussi des technologies qui sont extrêmement répandues et qui sont majoritaires en France. Là où on est peut-être un petit peu plus surpris, c'est de trouver une part d'énergie renouvelable qui est assez conséquente, 26% d'énergie renouvelable, mais il faut savoir ici qu'on va parler d'un usage très spécifique qui est le chauffage au bois. Les gens qui se chauffent de manière importante au bois. La cuisson au bois n'est pas forcément très répandue, et on va avoir dans cette catégorie-là un tout petit peu de solaire thermique, des panneaux solaires qui récupèrent directement la chaleur du soleil pour chauffer la maison. Et enfin, on va avoir une petite quantité de pétrole via notamment le chauffage au fioul. Donc autre chose qui rend cet usage assez particulier, c'est que la part des énergies fossiles diminue depuis assez peu de temps, mais diminue dans l'usage résidentiel. Hop. Le cas plus général, c'est plutôt celui-là, c'est plutôt le cas des transports. Donc là, on a une domination totale des énergies fossiles. 91% de l'énergie utilisée dans les transports l'est sous forme de combustibles fossiles. Donc on parle de gazole, d'essence, de carburéacteurs pour les avions, les hélicoptères. Et ça va représenter une écrasante majorité. Et finalement, même le reste, ça va être presque un complément. Le biocarburant, les carburants qu'on utilise et qu'on voit apparaître ici sous la forme de 7% de biocarburant, pour nous, consommateurs, ils sont quasiment transparents. On les voit apparaître un tout petit peu, mais ils sont incorporés au carburant pétrolier qu'on utilise tous les jours. Quand on fait le plein de notre voiture, on met dedans 5-10% de biocarburant sans forcément bien le savoir. Voilà. Le dernier usage, la dernière source d'énergie, donc là on est déjà à 98% d'énergie de cette forme-là, c'est 2% d'électricité. Ici, vous avez peut-être en tête l'idée de la voiture électrique. Je vous le dis tout de suite, c'est pas encore ça qui est prépondérant au niveau des transports. L'usage vraiment de l'électricité, c'est pour le ferroviaire. Voilà. Donc cette domination ici des carburants fossiles et notamment du gazole sont liées effectivement à la voiture qu'on prend plus ou moins tous régulièrement, mais surtout au transport de marchandises, transport routier, et qui lui est totalement dominé par le gazole. Donc maintenant qu'on a vu deux secteurs particuliers, on va essayer de regarder un petit peu, si ça fonctionne, le schéma d'ensemble. Alors le schéma d'ensemble, il a l'air tout de suite un peu compliqué, mais vous allez voir qu'on arrive à s'y retrouver assez rapidement. Alors, sur ce schéma, je vais essayer de me mettre comme ça va quand même être mieux. Donc sur ce schéma, on voit les ressources en énergie ici à gauche et ici la consommation. Donc sur les ressources, on va retrouver toutes nos ressources fossiles, charbon, pétrole, gaz naturel, avec une petite chose à noter, c'est que par exemple pour le pétrole, ici on a les importations et ici on a la production nationale. Vous voyez assez rapidement que la production de pétrole n'est pas très élevée en France. On a des idées, elles mènent le monde, mais on n'a pas forcément de pétrole. Donc, c'est pareil pour le gaz, c'est pareil pour le charbon. Ensuite, on va arriver sur des choses qui sont différentes, donc notamment la production nucléaire. Donc, ce qui est marqué ici, c'est la production de chaleur nucléaire. On va y revenir dans le reste de la présentation, mais c'est toute la chaleur qui est produite par la fission des atomes dans les centrales françaises.
Ensuite, on a une petite partie qui est l'hydraulique, l'éolien, le photovoltaïque. Et enfin, on va avoir les ENR thermiques et déchets. Et c'est dans cette catégorie-là qu'on retrouve le bois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc ça, c'est pour la partie quelles sont les ressources énergétiques qu'on utilise dans le système énergétique français. Et de l'autre côté, à l'autre bout du spectre, il y a tout simplement ce qu'on consomme. Donc au niveau de la consommation, on va retrouver une petite consommation de charbon, pas énorme, des produits pétroliers en quantité assez conséquente, du gaz naturel, de la chaleur commercialisée. Donc ici à Pau, par exemple, on a le réseau de chaleur, et ça rentre dans cette catégorie-là. De l'électricité et des ENR thermiques et les déchets, toujours ce bois. Ici, il y a un petit quelque chose en plus sur les énergies fossiles, sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est que les combustibles fossiles ne servent pas que à fabriquer de l'énergie. Certains d'entre eux sont utilisés pour d'autres usages. Notamment, on va avoir une partie du charbon, donc les trois ici, qui vont servir par exemple à fabriquer de l'acier. On utilise le charbon en tant que matériau pour fabriquer l'acier. Au niveau des produits pétroliers, on va retrouver tout ce qui est la fabrication des plastiques, qui représente une part non négligeable des produits finaux. Et pour le gaz, ça va être plutôt la fabrication d'engrais. Donc ici, on a quand même une consommation qui est dominée à plus de 60% par l'énergie fossile. Quand on entend des fois dire qu'en France, on est tout nucléaire, c'est compliqué de dire qu'on est tout nucléaire avec 60% d'énergie fossile. Voilà. Mais si on regarde un petit peu les chiffres en haut, on voit qu'il y a ici 2500 TWh de ressources pour 1650 TWh de consommation. Et entre les deux, en fait, on a des pertes qui sont simplement liées à l'existence du système énergétique, à son fonctionnement, au fait que transformer une énergie en une autre, c'est quelque chose qui ne se fait jamais avec un rendement de 100%. On ne récupère pas toute l'énergie qu'on avait au départ à l'arrivée. Et ici, j'attire une grande partie de votre attention sur cette grosse flèche orange qui part dans les pertes et qui vient de toutes les centrales électriques. Et tout simplement, quand on va essayer de convertir la chaleur produite par la réaction nucléaire en électricité, on a presque 2/3 de l'énergie qui est perdue au cours de cette transformation. Ça, à quelques pourcentages près, on va pouvoir essayer d'améliorer ça, mais malgré tout, les pertes sont considérables. Et si on regarde les quantités qui sont perdues, on voit qu'on a presque la moitié de notre consommation qui en fait est perdue à l'intérieur du système énergétique. Et donc c'est là que la science peut nous permettre d'espérer de réduire ces pertes dans le système énergétique. Alors comment ? Déjà, il faut réussir à comprendre qu'est-ce que c'est que ces pertes. Alors, je vais vous parler des déchets des centrales nucléaires, mais d'un déchet dont on ne parle pas forcément autant que d'autres. C'est tout simplement que les centrales nucléaires produisent de la chaleur, et elles ont besoin de l'évacuer, et que cette chaleur, pour les centrales, c'est un déchet. C'est ce qu'on appelle la chaleur fatale des centrales nucléaires. Mais cette chaleur fatale, ça reste de la chaleur. Donc en tant que chaleur, on va éventuellement pouvoir la récupérer. Donc, pour vous présenter rapidement comment est-ce que ça fonctionne, vous avez ici le cœur du système, le cœur du réacteur, qui va permettre de produire la chaleur. Et cette chaleur va servir à transformer l'eau qui est ici en bleu foncé en vapeur qui va faire tourner les turbines et qui va nous permettre de produire l'électricité. Mais cette vapeur a besoin de se retransformer en eau pour que le cycle puisse continuer. Et pour se retransformer en eau, elle va avoir besoin d'être refroidie. Donc pour ça, on utilise de l'eau froide qui va se transformer en eau chaude. Donc on en prélève de petites quantités dans les rivières, mais l'essentiel va tourner en circuit fermé. Dans une centrale classique, que va devenir cette eau chaude ? Donc en fait, cette eau chaude, elle va être envoyée vers une tour ce qu'on appelle aéro-réfrigérante, tour hyperboloïde, et où elle va se refroidir pour redevenir de l'eau froide. Et c'est à la suite de ça qu'on va voir s'élever au-dessus de ces tours un très grand panache de fumée blanche. Tout simplement, c'est la vapeur d'eau qui s'échappe des tours. Et donc, une grande partie de l'énergie des centrales nucléaires sert à fabriquer des nuages. Ça part aux petits oiseaux. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, mais c'est pas forcément optimal.
Et on pourrait très bien imaginer récupérer une partie de cette énergie. Donc c'est ce qu'on va appeler la cogénération nucléaire. Donc cette eau chaude, elle peut également être envoyée vers un réseau de chaleur. Je vous ai parlé du réseau de chaleur de Pau, d'autres réseaux de chaleur. Et ici, on va donc produire simultanément de la chaleur et de l'électricité. C'est ça qu'on appelle la cogénération. Donc ce réseau de chaleur, ensuite, il va pouvoir alimenter des industries, du résidentiel, souvent collectif, avec l'eau chaude qui arrive dans une sous-station, qui va permettre ensuite de fabriquer, que ce soit de l'eau chaude sanitaire ou le chauffage du bâtiment. Et tout ça, ensuite, l'eau froide repart vers la centrale. On a juste réutilisé une énergie qui était déjà un déchet pour une industrie. Donc, vous allez me dire que c'est peut-être bien gentil tout ça, mais tout le monde n'habite pas juste à côté d'une centrale nucléaire, et je ne suis pas sûr que tout le monde soit forcément très partant pour ça. Donc là, toujours, je vous enjoins à ne pas hésiter à les lire. Toutes les publications que je vous présente sont en accès libre. Donc ici, je vais vous présenter rapidement un document qui en parle un petit peu. Il y en a d'autres, mais c'est un rapport de l'ANCRE, donc l'Alliance nationale de coordination de la recherche sur l'énergie, qui a fait une petite étude pour justement voir qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce qu'on peut en faire de cette chaleur. Donc cette chaleur issue de la cogénération, ils ont étudié les sites industriels qui se situaient pas trop loin des centrales nucléaires et qui ont besoin de chaleur dans leurs procédés. Vous avez l'industrie papetière, vous avez différentes industries qui vont avoir des besoins comme ça. Et ils se sont rendus compte que si on tirait les tuyaux, les réseaux de chaleur qui vont bien pour alimenter ces industries, juste les industries, on pourrait déjà réduire de 7% les émissions de CO2 de l'industrie en France. Ça fait 6 millions de tonnes de CO2. C'est considérable et en même temps, ce n'est pas forcément un gisement qui est exploité. Et cela permettrait en plus d'économiser beaucoup d'argent, puisqu'on a vu tout à l'heure que les énergies fossiles, principalement qui servent à fabriquer de la chaleur industrielle, c'est du gaz, et ces énergies fossiles, on les importe de l'étranger. Donc on pourrait également réduire la facture énergétique, mais cette fois-ci au niveau de toute la France. Et là, j'attire votre attention sur... donc les chiffres sont de 700 millions d'euros sur la facture énergétique nationale, mais c'est une estimation de 2016. Le prix du gaz a très légèrement augmenté ces dernières années. Donc je peux vous assurer qu'on est à un chiffre qui est plus élevé que ça. Voilà. Donc ça, c'est une première façon de mieux utiliser l'énergie, tout simplement de ne pas en perdre. Donc ça, maintenant, on va essayer de voir si c'est applicable dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de la mobilité. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer dans le domaine de la mobilité ? De la même façon, on peut espérer améliorer l'efficacité énergétique dans les transports. Alors là, je vais vous présenter une publication que j'ai faite aussi, qui est en accès libre, qui est dans The Conversation, et où j'essaie de montrer quelle est la physique qui lie le transport et l'énergie. Donc, pour faire avancer une voiture, il va falloir utiliser de l'énergie parce qu'en permanence, on va devoir vaincre deux forces, qui sont deux forces de frottement. Donc, qui sont les deux forces qui vont nécessiter qu'on mette tout le temps de l'essence dans le moteur pour que la voiture continue à avancer à la même vitesse. Donc ces deux types de frottement, ça va être le frottement des roues sur la route. Donc ça, c'est une force que vous pouvez vous représenter assez facilement si vous avez déjà essayé de pousser une voiture. Vous vous rendez compte que, oui, il y a besoin d'une force relativement importante pour pousser la voiture et qu'elle avance. Et que cette force, elle va avoir une propriété qui est d'être indépendante de la vitesse. Elle dépend uniquement du type de roue que vous avez, du type de route. Par exemple, là, on a un pneu en contact avec de l'asphalte, cas classique, mais on pourrait réduire ces frottements si on avait une roue métallique en contact avec une route métallique. Un chemin de fer. D'accord ? A priori, avec la même énergie qui est nécessaire pour pousser une voiture d'une tonne, on arriverait à pousser un wagon sur une voie ferrée plate qui fait jusqu'à 10 tonnes. Donc ces frottements sont pas négligeables et surtout à petite vitesse, puisqu'ils sont totalement indépendants de la vitesse.
Par contre, si on commençait à faire des voitures avec des roues métalliques sur des routes métalliques, au niveau de l'adhérence, on aurait 2-3 petits soucis parce que maintenant les forces de frottement, le corollaire, c'est que ça permet l'adhérence. Donc maintenant qu'on a vu cette première force de frottement, on va voir la deuxième qui sont les frottements de l'air. Donc les frottements de l'air, c'est la force que vous ressentez lorsque vous passez la main sur autoroute par la fenêtre. Tout simplement, vous devez lutter pour maintenir votre main en place parce que l'air exerce une force sur votre main, mais elle exerce aussi une force sur tout le reste de la carrosserie de la voiture, même si on ne s'en rend pas forcément compte. Et cette force-là, elle va augmenter très vite avec la vitesse, puisqu'elle ne dépend pas directement de la vitesse, elle dépend de la vitesse multipliée par elle-même, donc la vitesse au carré. Donc c'est une force qui va devenir prépondérante dès qu'on va aller assez vite. En gros, au-delà de 70 km/h, on va avoir les forces de frottement de la route et de l'air qui vont à peu près s'équilibrer, et au-dessus de 70, ce seront les forces de frottement avec l'air qui vont devenir prépondérantes. Donc pour vaincre ces forces en fonction de la vitesse, on se rend bien compte qu'on ne va pas devoir dépenser la même quantité d'énergie. Si j'ai plus de frottement avec l'air, je vais donc devoir dépenser plus d'énergie pour maintenir ma vitesse. Donc ici, j'ai pris un petit exemple sur 100 km qui serait parcouru à une vitesse de 130 km/h ou 100 km qui serait parcouru à une vitesse de 110 km/h. Donc ici, il faudrait seulement 18 kWh pour parcourir 100 km à 130, mais il n'en faudrait plus que 13,9 à 110. On voit qu'il y a une réduction qui est assez importante. Et on peut le chiffrer, c'est une baisse de 23% de la consommation énergétique. Voilà. En parallèle, comme on va moins vite, on va augmenter le temps de trajet. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va consommer plus, ce n'est pas parce que le trajet est plus long qu'on va consommer plus d'énergie. Au contraire, on va plutôt baisser la consommation. Et ça, là pour l'instant, je n'ai pas parlé de la source d'énergie qui sert à faire avancer la voiture. J'ai pris un cas purement physique, c'est-à-dire c'est une caisse avec 4 roues, qui donc a une certaine résistance à l'air et qui pose sur ces 4 roues. Je ne me suis pas intéressé à la partie moteur, quel est le moteur qui l'anime derrière, mais de toute façon, il faudra à peu près ces quantités d'énergie-là pour la faire avancer. Donc peu importe la façon dont le moteur les transmet aux roues. Donc c'est vrai pour un moteur gazole, GPL, essence, même électrique. Donc vous allez me dire, oui, mais c'est une idée qui n'est pas forcément neuve, et est-ce que d'autres l'ont fait, et qu'est-ce que ça donne réellement? Alors, peut-être vous surprendre, mais il y a certains pays qui l'ont fait, notamment l'Espagne. Alors ça a été une expérience qui a été relativement courte. Ils ont baissé la vitesse qui était de 120 km/h sur leurs autoroutes à seulement 110, et ça a duré 4 mois en 2011. Les chiffres qu'ils ont donnés à l'issue de cette modification de la vitesse sur autoroute, c'est que la consommation de carburant a baissé de presque 8%. Donc, Donc en extrapolant le même cas sur la France, on se rend compte que ça nous amènerait à une baisse de presque 16% de consommation de carburant. Sachant qu'on l'a vu tout à l'heure, le carburant, on l'importe majoritairement comme tous les autres produits pétroliers. Si on avait fait ça au moment où la guerre en Ukraine a commencé et qu'on a commencé à prendre des sanctions contre la Russie, on aurait pu dire du jour au lendemain, on se passe totalement des importations russes, rien qu'en baissant la vitesse sur les autoroutes. Donc c'est quand même des quantités qui sont loin d'être négligeables. Donc, et en plus, le pétrole importé contribuerait au redressement de la balance commerciale de la France. Tout ce pétrole-là, on l'achète à l'étranger. Donc on se rend aussi dépendant des pays qui sont producteurs de pétrole. Donc ça, c'est pour améliorer l'efficacité énergétique. Voilà. Ça ne vous donne pas, peut-être pas des espoirs fous, mais on va y aller sur des espoirs un peu plus fous pour essayer d'aller plus loin. Maintenant, là, je vous ai présenté des choses qui, a priori, pourraient être faites relativement bien. Les technologies sont connues, on sait où on va. Il reste plus qu'à, je mets de gros guillemets, à le faire. Mais pour demain, on peut peut-être espérer d'avoir des sources d'énergie qui soient encore plus intéressantes que ça, des choses encore meilleures. Et du coup, là, moi, c'est la base des travaux que j'ai essayé de mener. J'ai commencé par essayer de me faire un espèce de cahier des charges de l'énergie idéale.
Je fais abstraction de toutes les contraintes et j'essaie de trouver, si je fais, en plus c'est thématique en ce moment, ma liste au Père Noël de l'énergie parfaite pour la mobilité, ben, qu'est-ce que je mettrais dedans? Ben, je mettrais que je veux faire le plein en 5 minutes. Parce que si c'est pour attendre 2 heures, si c'est pour rouler 2 heures et puis m'arrêter pendant 1h30, puis encore rouler 2 heures, etc., il y a des choses qui risquent de devenir assez compliquées. Donc je veux pouvoir faire le plein facilement sans me poser de questions et avoir une grande autonomie. C'est je fais le plein tous les 500-600 km. Ensuite, tant que j'y suis, j'aimerais que ce soit efficace, d'avoir une bonne efficacité énergétique, d'avoir le moins de pertes possible. Si on a essayé de limiter les pertes sur les exemples qu'on a vus avant, c'est pas pour qu'il y ait des pertes importantes sur les transports. Et puis, tant que j'y suis à faire une liste au Père Noël, hein, j'aimerais que ça n'émette pas de CO2, voire même que ça fasse l'inverse, que ça en stocke. Ça stocke du CO2. Et puis, j'aimerais que ce soit pas trop cher. Et puis, j'aimerais que ce soit produit en France, etc., etc. Donc l'idée, c'est est-ce qu'avec ce cahier des charges-là, on arrive à trouver des choses qui pourraient fonctionner, ou en tout cas qu'on pourrait regarder. Alors, du coup, on va commencer par le premier, faire le plein. Alors faire le plein, c'est un problème qui est vraiment un problème de physicien. C'est comment est-ce que je transfère de l'énergie d'un endroit vers un véhicule. D'accord? Donc ici, c'est ce qu'on appelle une puissance. Transfert d'énergie, ça va être une puissance. Donc je vous mets quelques petits exemples de puissance. Une prise domestique, 3,7 kW. Un superchargeur pour charger une voiture électrique, 250 kW. Ok, donc ça, c'est les voitures électriques telles qu'on les connaît à l'heure actuelle. Après, je me suis intéressé à une autre technologie qui est bien connue, enfin qui est connue ici à Pau, puisqu'on a des bus qui fonctionnent à l'hydrogène à Pau. C'est l'hydrogène. Donc là, pareil, j'ai essayé de regarder l'hydrogène, quand je regarde la molécule, elle contient une certaine énergie. C'est pour ça que je vais utiliser cette énergie pour faire avancer mes bus. Et cette énergie, je vais pouvoir la transférer avec un certain débit depuis ma station d'hydrogène vers la voiture. Là, quand je fais les calculs de puissance, j'arrive à 2 millions de watts. 2 à 14 millions de watts. On a quand même bien passé un cap, puisqu'on est 10 fois plus rapide que l'électricité. Mais si je compare ça à la pompe à essence que je connais à l'heure actuelle, forcément, c'est pas aussi flatteur, parce qu'on s'en rend pas forcément compte, mais quand on fait le plein de notre voiture, il y a 21 millions de watts qui passent de la pompe vers la voiture. C'est vraiment colossal comme énergie, mais c'est assez simple à comprendre. C'est tout simplement qu'il y a beaucoup d'énergie dans un litre d'essence et que les débits des pompes sont importants. Donc c'est pour ça qu'on arrive à faire le plein aussi vite. En fait, on transfère des quantités d'énergie dont on a à peine conscience. Voilà. À titre d'exemple, si je devais comparer cette puissance-là, là, 21 millions, on est à peu près un 50e de centrale nucléaire. C'est vraiment énorme. Donc, l'hydrogène, ça a l'air d'être peut-être pas trop mal pour réussir à faire le plein dans des délais corrects et pour faire avancer des véhicules. Mais le problème, c'est que l'hydrogène, ça n'existe pas dans la nature. Alors, mes collègues qui font la conférence de demain matin vous diront qu'il y a effectivement quelques gisements d'hydrogène natifs, mais qui ne sont pas encore exploités dans des quantités qui ne sont pas forcément compatibles avec des usages comme ça, mais ça existe. Mais ça n'est pas suffisant pour permettre un usage dans le cadre des transports. Donc sur les solutions pour fabriquer l'hydrogène, on est obligé de le produire, cet hydrogène. Et on peut le produire de deux façons, soit par électrolyse de l'eau, donc on part d'électricité qu'on va transformer en hydrogène, donc d'énergie électrique, on va casser la molécule d'eau pour former de l'hydrogène, ou l'autre solution, qui est la solution utilisée par les industriels, c'est ce qu'on appelle le vaporeformage du méthane. On transforme une molécule de méthane en des molécules d'hydrogène. Mais au passage, on émet du CO2. Donc ces deux technologies-là, elles sont actuellement matures, on sait faire. Le phébus à Pau fonctionne avec de l'hydrogène produit par électrolyse. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire encore mieux? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'améliorer ça? Alors,
ma piste de recherche, je me suis intéressé à des fours solaires. Alors les fours solaires, c'est tout simplement que pour produire de l'hydrogène, je vais avoir besoin d'une source d'énergie. Qu'est-ce qu'on a comme source d'énergie qui est renouvelable? Alors ici en Béarn, le climat d'aujourd'hui n'est peut-être pas l'idéal pour dire ça, mais du soleil, on en a partout et on en aura pendant encore très 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 longtemps. Donc l'énergie en plus solaire est une source d'énergie non carbonée, et si on produisait l'hydrogène à partir d'énergie solaire. Alors, on pourrait se dire, ça on pourrait le faire avec des panneaux photovoltaïques et de l'électricité. Mais au passage, est-ce qu'on a vraiment intérêt à le faire comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un petit peu mieux et un petit peu plus efficace? Donc, moi je me suis intéressé au four solaire pour plusieurs raisons. Donc ici, le principe c'est de concentrer les rayons du soleil puis de les convertir en chaleur. C'est peut-être l'expérience que certains ont fait, d'essayer de faire brûler quelque chose avec une loupe. Tout simplement, on concentre tous les rayons au même endroit et cette lumière intense va se transformer en chaleur et cette chaleur va permettre d'enflammer des petits objets. Donc ici, on va parler de solaire thermique, de solaire à concentration, et on va voir que ça permet d'atteindre des températures qui sont très hautes avec des dispositifs qui ne sont pas forcément très très grands. Une parabole dont on peut se servir pour capter la télévision par satellite, si on la recouvre de miroirs, on arrive à atteindre assez facilement des températures 1000-1500 degrés. Voilà, donc c'est des choses dont on n'a pas forcément la notion. Alors comment est-ce que ça marche d'un point de vue pratique? Tout simplement, pour obtenir notre chaleur, on va avoir besoin de soleil. Donc l'intensité lumineuse du soleil va arriver sur une parabole, donc un miroir parabolique, et qui va donc être collecté sur toute la surface de la parabole. Cette lumière va ensuite être concentrée vers une surface beaucoup plus petite, qui est la surface du récepteur. Donc on concentre tous les rayons au même endroit. Et enfin, une fois qu'on a cette lumière fortement concentrée, il ne reste plus qu'à la transformer en chaleur, et pour ça on va utiliser l'absorbance du récepteur, c'est-à-dire la capacité qu'a le récepteur à transformer cette énergie lumineuse en chaleur. Donc, globalement, on va prendre un objet noir. Voilà. Pas forcément beaucoup plus compliqué que ça. Et pourquoi est-ce que je me suis intéressé à cette façon d'utiliser l'énergie solaire? C'est tout simplement que les rendements sont bien meilleurs qu'avec du solaire photovoltaïque. On arrive à transformer une beaucoup plus grande quantité de l'énergie qui arrive sur la parabole en chaleur. Alors maintenant c'est bien, mais au départ je cherchais quand même à fabriquer de l'hydrogène. Donc soit je me suis perdu en route, soit il vous manque une étape. En fait, oui, effectivement, il manque l'étape où on fait un petit peu de chimie. Donc la chimie dans tout ça. Oui, il y a plein de chiffres, mais je ne suis pas sûr finalement que ce soit si intéressant que ça. On va faire quoi comme réaction? On va faire réagir du bois avec de l'eau et notre énergie solaire. Et tout ça pour produire de l'hydrogène. Donc ici, on va utiliser une réaction qui est assez proche de celle du vaporeformage du méthane à des températures plus élevées pour obtenir de l'hydrogène. Et si on regarde la quantité d'énergie qui était initialement contenue dans le bois, si j'avais directement brûlé mon bois, on se rend compte qu'au final, on a enrichi en énergie notre système. Non seulement c'est compliqué de faire rouler des bus au bois, mais en plus, on a augmenté la quantité d'énergie qui va être disponible au final. Donc on a un gain énergétique d'environ 25%. Et en plus, on avait de l'énergie solaire thermique, donc c'est-à-dire de l'énergie qu'il va falloir utiliser tout de suite, qui est sous forme de chaleur et qui n'existe que quand il y a du soleil. On l'a transformée en une molécule qui est stockable, qui est de l'hydrogène. On peut mettre dans des réservoirs qu'on peut utiliser quand on en a besoin. Même la nuit, les bus à hydrogène pourraient continuer à rouler. D'accord? Mais avec l'hydrogène qui a été produit durant la journée. Donc, si on finit par le bilan carbone, on se rend compte qu'avec notre bois, on a certes émis du CO2, mais en gros, c'est le CO2 qui était déjà contenu dans le bois, donc qui a servi à la croissance du bois. Donc ici, notre bilan carbone, il est nul. C'est juste la temporalité. On génère le CO2 aujourd'hui et le bois l'a stocké durant sa croissance sur les 30, 40, 50 dernières années. Voilà. Bon, c'est
bien, mais c'était pas ça qu'il y avait dans le cahier des charges. Dans le cahier des charges, c'était pas neutre en carbone, on voulait que ça stocke du carbone, que ça y ait des émissions de CO2 négatives. Et on va voir qu'en fait, c'est quasiment la même chose pour avoir quelque chose de négatif. Donc, on reprend toujours notre bois. Cette fois-ci, j'ai supprimé l'eau. J'ai enlevé l'eau de l'équation. Et au final, je reproduis toujours un peu d'hydrogène, un peu de CO2, mais au passage, j'ai fabriqué autre chose, ce qu'on va appeler du biochar. Donc le biochar, c'est du carbone solide, mais qui va avoir des propriétés un petit peu particulières. Donc, ici, il faut bien se rendre compte que quand on va vous faire cette réaction, le CO2 dont le bois a eu besoin pour sa croissance, il n'y en a qu'un tiers qui est réémis. Le reste, en fait, le carbone est stocké dans le biochar. Et ce biochar, il ne va pas stocker que du carbone, il va aussi stocker tous les minéraux, tous les sels minéraux, tous les nutriments dont l'arbre a eu besoin pour pousser. Tout ça, ça va aussi se retrouver dans le biochar. Et en plus de ça, c'est un matériau qui est très poreux, qui retient très bien l'eau, et en mettant ensemble toutes ces propriétés, ça va en faire un excellent engrais. Donc ce biochar, on a tout intérêt à ne pas l'utiliser pour son contenu énergétique, mais au contraire de l'utiliser en tant qu'amendement pour les sols et pour augmenter la fertilité des sols. Donc ici, il y a une certaine littérature scientifique dans le domaine qui montre qu'on peut avoir des augmentations de rendement qui peuvent aller de 10 à 30% sur des champs sur lesquels on a épandu du biochar. Et ici, le bilan global, c'est que on a eu besoin de 3 molécules de CO2 pour fabriquer notre bois, on n'en a émis qu'une au final, et le reste va être stocké dans les sols. Oups, dernière petite chose, j'ai oublié. En haut, on parle d'hydrogène turquoise. Alors l'hydrogène, il y a des publications qui parlent des 1000 couleurs de l'hydrogène. On n'est pas très loin d'avoir passé tout l'arc-en-ciel. Et en fait, chaque couleur correspond à une façon de produire l'hydrogène. Par exemple, vous avez l'hydrogène vert si vous avez que des sources renouvelables. Donc ici, le bois, l'énergie solaire, on le considère comme renouvelable, donc l'hydrogène, on va dire qu'il est vert. Mais il y a aussi un autre hydrogène qui est celui qui stocke du carbone durant sa fabrication. Celui-là, on l'appelle de l'hydrogène bleu. Et donc, quand on met les deux ensemble, on mélange du vert et du bleu, on obtient ce qu'on appelle l'hydrogène turquoise. Voilà. Donc en résumé, ça va nous permettre tout ça de stocker du carbone, donc les 3 molécules de CO2, l'énergie solaire en fait, qui était déjà là à l'origine, puisqu'elle va permettre d'alimenter la photosynthèse pour la fabrication du bois, et elle va aussi permettre de faire fonctionner le four solaire à concentration pour produire de l'hydrogène, pour des bus par exemple. On va réémettre une petite partie du CO2, mais le reste va être stocké dans les sols. Voilà. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Déjà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis ravi d'avoir une audience aussi nombreuse. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai été un petit peu plus court que prévu, donc ça laisse un petit peu plus de temps pour les questions, si vous en avez. Merci.